Les grandes gueules autour de la table aujourd'hui. Johnny Blanc, notre fromager, l'éducateur Étienne Libig, la professeure de français en reconversion Fatima Bounoua. Si vous avez envie de discuter, de revenir sur leurs propos, vous connaissez le principe. C'est à 11h40. Les GG et vous au 32-16. Il faut s'inscrire dès maintenant. Je peux vous dire que Étienne sera déjà interpellé, Johnny aussi. Donc continuez à appeler et on est ensemble tout à l'heure. Mais maintenant, il est l'heure du grand oral. RMC, le grand oral des grandes gueules. Nous accueillons Babette de Rosière. Bonjour Babette. Bonjour, ça va? Ouais, super. Et vous? Ah, très très bien. Vous publiez votre autobiographie. Alors, on vous connaît en tant que chef cuisinière, star de la culture créole, comme on dit, animatrice de télé, engagée aussi politiquement, auprès notamment de la présidence de la région Île-de-France, on y reviendra. Mais là, surtout, vous revenez avec votre parcours. Et alors, je dois vous dire que moi, je ne connaissais pas votre vie. Et je me dis, disons, vous revenez de loin. Absolument, mais je ne raconte pas ma vie en général. Comment? Je ne raconte pas ma vie en général. Alors, pourquoi la raconter là? Parce que j'ai estimé qu'à mon âge, je peux tout dire. Il y a un moment où il faut dire les choses. Non seulement ça apporte beaucoup aux autres qui vous écoutent, et puis ma vie a été tellement atypique que je me suis dit, il faut quand même que les gens sachent vraiment qui est Babette, qui est Elisabeth. Parce que derrière Babette, il y a Elisabeth. Ça, on ne connaît pas la vie d'Elisabeth. Eh bien, la vie d'Elisabeth, c'est ça. Petite, martyrisée par sa mère, pas désirée au départ, tout un cheminement comme ça dans une famille où déjà le racisme existe un petit peu, et puis arriver ici en métropole complètement dépaysée, parce que c'est pas, même si on est français, on est outre-mer, on est français, mais la culture est différente. Donc il faut il faut réadapter tout, il faut se réadapter à la culture vraiment française de l'Hexagone, la culture culinaire, enfin tout quoi. Et puis alors, on n'a pas de comité d'accueil. Ça a commencé difficilement, abandonné par votre mère à la naissance. Ah ben oui, parce que ma mère était jeune, belle, à 19 ans, d'une famille respectable. Il n'était pas question d'être fille-mère. Donc au départ, on a voulu faire partir la petite Babette en prenant des potions magiques, etc. Mais moi, je pense que déjà dans le ventre de ma mère, j'avais du caractère parce que je me suis accrochée vraiment à son utérus, à son cordon, et j'ai résisté et je suis née. Elisabeth est née. Vous êtes née, vous avez connu une agression sexuelle à l'âge de 5 ans. Aussi, ça c'est un très mauvais souvenir. Je me suis rappelé de ça, j'avais 50 ans. Et ça c'est quelque chose qui m'a complètement effondré. Mais à 50 ans? À 50 ans, un matin je me lève et j'ai appelé ma fille en disant j'ai revu toute mon enfance, quoi. Comme quoi c'est bien que les enfants occultent des choses. Le cerveau de l'enfant occulte des choses. C'est bien parce que je ne sais pas comment j'aurais réagi si j'avais eu ça dans ma tête en arrivant par exemple ici, à 18 ans. Peut-être que je ne serais pas cette Babette-là. Mais pourquoi ça ressurgit tout d'un coup à 50 ans? Je ne sais pas, je ne peux pas m'expliquer. J'ai même vu un psychologue à l'époque où il demandait comment c'est possible. On m'a expliqué que c'est un processus normal. Et ça c'est ça qui t'a interpellé, Fatima? Oui, on m'a expliqué ça. C'est cet aspect-là, parce que donc vous racontez comment ce souvenir est revenu avec précision, seulement à 50 ans, alors que c'était à 5 ans. C'est ce qu'on appelle la mémoire traumatique aussi. Comment notre cerveau, pour nous protéger, se met comme sur veille ou sur pause, ou en tout cas n'identifie pas, même le mot viol ne vient pas dans la tête, et l'enfant ne sait pas ce qu'il vit, l'oublie totalement et va s'en souvenir. Et justement, ma question c'est, que pensez-vous de la prescription? Parce que il y a prescription, ça a été repoussé. La prescription, mon Dieu, c'est quelque chose de détestable. Il n'aurait pas dû avoir de prescription. Parce que je vous assure que quand j'ai pensé à ça, j'ai eu envie de revoir cette personne. J'ai eu envie d'aller l'étrangler. C'était un chauffeur de ma mère. J'ai eu envie. Moi, il y a une chose qui m'avait interpellée, mais sans plus, c'est que quand je me suis mariée la première fois, je me souviens que mon mari m'a dit que j'étais pas vierge. Et ça m'avait complètement bouleversée. Je me suis dit, comment il peut se permettre de me dire ça? Je n'ai jamais connu un garçon avant lui, c'est pas possible. J'étais blessée dans ma chair quand il m'avait dit ça. Mais à 50 ans, quand j'ai eu ça, je me suis dit, effectivement, il avait raison. Et Étienne, toi, Étienne est éducateur, alors forcément ça. Alors je suis éducateur, mais je suis aussi anthropologue, et j'ai été particulièrement sensible à ce discours sur la créolité, parce que c'est comme si c'était pour nous métropolitains, c'est quand même quelque chose qu'on efface complètement. On dit ce sont nos amis français. Nos amis français, on les aime bien, ils sont gentils. Voilà, on les aime bien. Ils font du boudin créole quand on les invite à la maison. C'est le cliché. Voilà. On est tous d'accord. Et justement, là, dans ce bouquin, il y a quelque chose qui plane tout le long,
qui est la créolité, c'est-à-dire à la fois qui est encore plus fort que la double culture de l'immigré. C'est quelque chose de plus fort, c'est-à-dire que depuis le début, vous vivez avec, c'est plus qu'une double culture, une double appartenance ethnique et culturelle et profonde qui détermine une vie. Oui, mais je ne sais pas. De toute façon, je suis foncièrement guadeloupéenne. Comme vous êtes foncièrement de Romainville. Voilà, de Romainville. Donc, toute ma vie, j'ai défendu la culture créole. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué que nos compatriotes de l'Hexagone ne connaissaient pas du tout les Français d'outre-mer. Et peut-être qu'il y en a même qui regardaient de très haut les Français d'outre-mer. Et pourtant, nous existons, nous sommes des Français à part entière. On n'est pas complètement à part. Donc j'ai voulu au départ, grâce à la télévision, expliquer que nous avons une culture, qu'on a une cuisine, on n'a pas que, on existe aussi, on est des Français, donc il faut en tenir compte. Et c'est pour ça maintenant, je me sens tout à fait dans mon assiette quand je vois l'évolution que ça a pris, comment maintenant on s'occupe de nous. Dernièrement, il n'y a pas longtemps, le 11 juillet, quand même le président de la République s'est déplacé avec le Premier ministre pour aller au ministère de l'Outre-mer pour essayer de faire l'égalité des chances et nous donner un peu plus de pouvoir et un peu plus et étendre la partie économique de nos Outre-mer. Il n'y a pas longtemps, le 11 juillet, j'étais avec le ministre Riester, où il parlait aussi de l'égalité au niveau de la visibilité qu'on peut donner aux Outre-mer à France Télévisions, ce qui n'a jamais existé. Moi, je suis à la télévision depuis plus de 45 ans. Jamais on m'a donné une émission. Quand j'ai commencé, on me disait surtout, tu ne parles pas d'épices, tu ne parles pas de produits exotiques, on parle de quoi? Ça, c'est la France aussi. Tous ces produits exotiques qu'on a ici, toutes ces épices qu'on a ici, c'est la France. C'est une richesse aussi pour la France. Et pourtant, en ce moment même, en Guadeloupe, oui, chez vous, l'île est entourée de sargasses. Ouais. C'est un vrai fléau. C'est un fléau et c'est un drame. Moi, expliquer c'est quoi? Alors c'est des algues. Des algues envahissantes qui sentent mauvais. Qui viennent du Brésil. Là, voilà. Ça sent mauvais. Ouais. On suppose que c'est dangereux pour la santé. C'est toxique, mais c'est vraiment toxique. Ça pourrit, oui. Moi, alors peut-être j'écoute pas assez France 3, mais je n'ai pas entendu beaucoup d'alertes sur cette question, alors que là-bas, par des amis qui y sont, je sais que la ville, il y a eu des évacuations de villages. C'est catastrophique. C'est catastrophique. Moi, je vais en vacances très souvent aux Saintes, et je vais manger ma langouste chez Ginette. Ah bon. Donc la plage de Rugy sort de ce corps. Cette petite plage qui est devant chez Ginette, tu peux plus t'y baigner. C'est pareil, à Noël, j'étais là-bas pour faire une émission, et c'était sur la plage de Marie-Galland, il y a des sargasses partout. Nicolas Hulot s'est rapproché justement de la Guadeloupe, s'est déplacé pour aller voir ce problème de sargasses. Il était à la veille de prendre des décisions justement pour nous. Depuis, je ne sais pas. Je ne sais pas si le gouvernement... tous les jours. Évidemment. Mais je sais. Tout ce qui se passe en Outre-mer, on ne parle que des choses laides de l'Outre-mer, on ne parle pas des choses essentielles. Et c'est pour ça que j'ai un petit reproche à faire. C'est ça, parce qu'on n'est pas là uniquement pour qu'on parle de nous, qu'il y a de l'agression, c'est ça. On est aussi un coin de paradis. Ce sont des endroits que les gens... Comment vous n'avez pas les politiques que vous méritez des fois aussi. Écoutez, ça c'est encore un autre problème. Mais c'est un problème. Les représentants politiques là-bas. Quand on voit l'île des Saintes, je vais dire un truc, le maire qui a quand même fini par être condamné au bout de je ne sais combien d'années après avoir détourné... C'est valable aussi en France. Il y a des gens qui commencent un procès en 2010 et qui le terminent 30 ans après. C'est pas propre. Sauf quand même qu'on a une particularité sur la Guadeloupe, sur les îles, territoire outre-mer, c'est quand même qu'on prend une ville comme les Saintes où il y a 1000 habitants et on était rendu à pratiquement 60 employés communaux. Bon, faut quand même juste arrêter le délire, quoi. En France, moi, j'habite dans un village de 1000 habitants. Il n'y a pas que les Saintes, il y a les Outre-mer. Il y a les Outre-mer en général. Les Saintes, c'est un petit coin de paradis. Troisième port du monde, baie du monde. C'est la troisième baie du monde. Mais il n'y a pas que les Saintes. Il y a l'Outre-mer en général. Mais pourquoi ça vous a jamais intéressé d'aller faire de la politique là-bas? Écoutez, moi je vis ici, je m'occupe de très près de la politique de mon pays parce que je suis en étroite relation avec le président de région de la Guadeloupe. Je regarde tout ce qui se passe en Outre-mer parce que de tout temps j'ai toujours défendu la cause des Outre-mer et je ne vais pas arrêter. Mais quand il y a des choses qui sont mauvaises, je le dis, comme mon coup de gueule quand on a fermé François. Mais là, quand des choses sont bien aussi, je le dis. Parce que maintenant, le gouvernement a fait un pas en avant pour pouvoir donner justement 1,7 milliard d'euros pour justement régulariser le problème économique là-bas. Et puis en plus,
donner plus de visibilité grâce à Riester. Moi, j'attends de voir, mais en attendant, c'est déjà 2 grands pas de fait en faveur des Outre-mer. Alors revenons un peu quand même sur votre parcours, parce que là on est parti sur autre chose. Voilà, sur le livre, Johnny Blanc. Moi, je trouve, vous faites une analyse quand même. Heureusement que c'est vous qui l'a faite, cette analyse sur la femme créole. Ouais. Si moi, je me permettais de dire, par exemple, ce que vous citez dans votre livre, pour la femme antillaise, faire des enfants hors mariage est un moyen de garder le mâle et d'assurer ses revenus. Ouais. C'est quand même un propos qui est... Si c'est moi qui dis ça, je suis traité de raciste jusqu'au... Mais oui, mais parce que vous êtes devenu fragile, on peut plus rien dire, on n'a pas de liberté de parole. Dès qu'on dit quelque chose, ça y est, ça part dans tous les sens. Quand, par exemple, la comédienne, comment elle s'appelle, je sais plus, quand elle parlait de noirs, elle faisait des sketchs sur les noirs, ça gênait personne, c'était rigolo, ça me gênait pas. Maintenant, on peut rien dire. Dès qu'on dit un petit truc, ça y est. Mais c'est normal. Oui, les femmes antillaises qui sont là-bas, il y a des femmes qui sont filles mères, qui n'ont pas de ressources, qui sont à la botte, si on peut dire, des hommes. Eh ben, elles sont obligées de rester avec leur mâle, justement, pour ne pas se retrouver à la rue et pour survivre. Ça existe dans tous les pays. C'est pas uniquement aux Antilles que ça existe. Ça existe dans tous les pays. Je vois pas en quoi ça peut choquer. Ah ben, si c'est vous qui le dites, ça choque pas, mais si c'est moi, Blanc, qui dit écoutez, ce truc-là sur une moi, je suis pas d'accord avec vous, parce qu'on a quand même une liberté. La France est un pays de liberté. Oui, mais vous parlez d'humour. Là, on n'est plus dans un sketch, on est dans un livre. Mais c'est pour vous dire que même si on n'a plus le droit de le faire, on n'a plus le droit de faire des sketchs où on parle d'identité, de noir, de blanc, de beurre. On n'a plus le droit de faire ça. C'est ridicule. Maintenant, on veut que les noirs se moquent des noirs, les blancs des blancs, les jaunes des jaunes. Non, mais chacun doit se moquer de sa propre communauté. Mais si on se moque d'une communauté autre que la sienne, ça pour le coup, c'est le mauvais côté des Américains. Parler, c'est pas se moquer forcément. Oui, bien sûr. Parler, c'est pas se moquer. Non, mais on parle quand on parle d'humour. Sur la femme, c'est particulier parce que par rapport à la France, en Guadeloupe et enfin dans les Caraïbes, le système est matrilinéaire, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans un système patrilinéaire où c'est le père aussi. Écoutez, le système matrilinéaire, c'est quand même la mère. Au micro. De toute façon, les femmes de chez nous, on les appelle les femmes potomitans. C'est pas pour rien. Les femmes comment? Potomitan. Vous savez ce que ça veut dire? La femme potomitan, c'est la femme qui, le potomitan, c'est la poutre qui est au milieu de la maison et qui soutient la maison. C'est le système matrilinéaire. Donc, évidemment, mais vous avez été élevé avec votre mère. Elle vous a chouchouté. C'était la présence de la mère qui comptait, qui prévalait par rapport à la présence du père. Mais chez nous, le père a une autorité. C'est sûr. Mais nous aussi, nous aussi dans la famille. Non. Dans la famille, il y a des pères ont leur rôle. Les pères ont leur rôle et la mère aussi a son rôle. Babette, qui vous a élevé? Ma grand-mère. Voilà, c'est ma grand-mère parce que vous connaissez les conditions, je ne vais pas revenir là-dessus. Ma grand-mère m'a élevée, je n'ai jamais connu mon père. Quand j'ai voulu faire des démarches pour connaître mon père, parce qu'à un moment donné, un enfant a besoin de savoir qui est son père. À 25 ans, j'ai pris l'avion, je suis allée en Guadeloupe. Mon père n'a pas voulu m'envoyer de photos ni rien. Il m'a dit, tu viens à l'aéroport, tu regardes et tu me trouveras. Bon. Alors, comme je suis curieuse, je suis partie, j'arrive à l'aéroport, pétapite, il y a un monde pas possible. Et puis l'aéroport se vide, J'attends, parce que je ne sais pas où aller, il me demande de venir. Et puis au fond de l'aéroport, je vois un homme accoudé sur un comptoir, de blanc vêtu, je dis ça peut être que lui. Je m'avance, je vois la tête de mon père, c'était ma tête. Je vous dis ça, j'ai beaucoup de frissons. Il ne s'est pas trompé, il m'a dit quand tu me verras, tu sauras que je suis ton père. Nice. Et c'est comme ça que j'ai connu mon père, j'avais 25 ans. Et vous êtes ému. Et je suis contente, j'étais contente de voir au moins qui a été l'objet du désir. Et 25 ans après, vous êtes ému. Oui, ça me fait quelque chose. Mais c'est ça, lorsqu'on vous lit, on a des sentiments quand même très paradoxaux vis-à-vis de vous. Parce qu'on vous sent... bien tiens, justement, Fatima. Juste après. Oui, voilà. Tu vas nous dire pourquoi c'est paradoxal, ou paradoxal plutôt d'ailleurs. Allez, à tout de suite sur RMC Story. RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules. Les grandes gueules qui accueillent aujourd'hui Babette de Rosière. Vous la connaissez bien entendu à la télévision, la chef cuistot, celle aussi qui défend la culture créole, qui Absolument. se bat aussi pour qu'elle ait vraiment une place ici en métropole. L'élu de la région Île-de-France, on va en parler. Et puis surtout, celle qui écrit son autobiographie, qui raconte son parcours. Alors, c'est vrai que vous le faites sans détour, et c'est ça que Fatima voulait souligner. Donc oui, lorsqu'on lit votre livre, vous donnez des détails intimes aussi, vous livrez, vous êtes franche, et on a des sentiments paradoxaux, ce que je disais, parce que
on vous comprend, on comprend certains, on voit cette femme forte que vous êtes, on voit que vous avez souffert aussi. Ensuite, vous pouvez... on voit que j'ai souffert dans le livre. Ah, dans le livre. Ah, ben non, oui. Pas physiquement. Ah, ben dans le livre. Oui, moi je le vois. Non. Mais en même temps, on voit comment vous pouvez être dur aussi dans vos mots. Il y a eu beaucoup de passages sur votre fille, par exemple. Et ma question, c'est, est-ce que, parce que vous dites toujours se relever, mais comment vous vous sentez? Parce qu'on peut être debout et forte, mais affaiblie intérieurement et brisée d'une certaine manière. Donc moi, j'aimerais savoir comment ça va vraiment, parce qu'à la fin, on n'a pas cette réponse. Mais ça va très bien, parce que j'ai su surmonter tout ça. Ça a été de grandes souffrances, ça c'est vrai. Et le passage de ma fille, heureusement que j'avais mon mari à mes côtés. Parce que je pense que si j'avais pas mon mari à mes côtés, c'est la chose la plus cruelle qui pourrait m'arriver, c'est ça. Mais j'ai su aussi surmonter ça. Pourquoi? Parce que je pense que ma fille, elle a été très gâtée. J'ai dû donner beaucoup trop à ma fille. C'est ce qui fait que, bon, elle était dans un cocon, bon, elle a orienté sa vie. Mais ce passage-là, j'ai même pas envie d'en parler. De toute façon, tout est expliqué dans le livre, vous allez voir. Oui. Mais moi, pour vous parler de moi, je me sens très, très bien dans ma vie parce que je suis contente d'avoir vécu ces expériences-là, finalement, parce que ça a permis de me renforcer. Ça m'a permis de mieux connaître la vie. Parce que vous savez, quand vous tombez, quand vous relevez, vous êtes seul, vous arrivez déjà à Paris seul, pas de comité d'accueil, il faut vous débrouiller, vous avez coupé malgré vous le cordon ombilical, vous connaissez personne. Eh bien là, vous vous posez des questions. Qu'est-ce qu'on fait? On repart ou on reste? Moi, j'avais pas le choix. J'avais le choix de rester. J'avais quitté le purgatoire, disons. Je n'avais pas retourné en enfer. Donc, j'ai voulu rester. Mais rester à quel prix? Il fallait me débrouiller seul. J'avais pas d'argent. J'avais pas de soutien. J'ai vu même déconsigner des bouteilles, des clochards pour acheter ma baguette. Tout ça, c'est un style de vie, c'est une grande souffrance. Mais j'ai su surmonter tout ça. Pourquoi? Parce que je voulais réussir. Je me suis dit, il n'y a pas de raison que je reste comme ça. Il faut aller de l'avant. J'ai passé des concours, j'ai fait mes études. Je me suis battue comme je pouvais pour arriver. Et je suis très fière d'avoir fait ça parce que ça donne un exemple aux jeunes maintenant qui nous regardent. Justement, ça les renforce. Pour l'exemple, parce que vous racontez une scène dans la cour de récréation où vous étiez frappé par une fille régulièrement avec sa règle. Et un jour, vous avez décidé de vous battre. J'ai décidé de répliquer. Voilà. Tout ça parce que j'étais frileuse avant, j'étais timide, je prenais beaucoup de coups. Un enfant qui prend des coups, ça se voit. Un chien qui prend des coups, ça se voit. Oui. Quand tu tapes un chien, quand tu lèves la main, le chien, il fait ça. Mais moi, j'avais peur des coups parce que tous les jours, j'étais battue. J'étais un enfant battu. Et en plus de ça, à l'école, une amie, chaque fois on disait front pour évacuer les... Elle me tapait avec une règle. Et un jour, et j'avais très peur de ma mère, je me dis, si je réponds, en arrivant à la maison, je vais encore prendre le double. J'ai dit, tant pis. Et un jour, j'ai dit, il faut que ça s'arrête. J'ai donné un croche-pied et je l'ai tapé. Je l'ai tapé à n'en plus finir. Et ça s'est arrêté une fois pour toutes. Personne ne m'a tapé. Non, vous avez envoyé son frère. Et après, son frère est arrivé, vous avez vu la scène. Et vous avez frappé son frère aussi. Oui. Mais vous avez gagné le respect de toute l'école. Ah oui, parce que j'ai appuyé là où ça faisait mal. Est-ce que c'est un conseil qu'on pourrait donner? C'est-à-dire, parce que c'est un peu faire justice. Je ne peux pas donner ça parce que la violence, je ne souhaite pas la violence pour qui que ce soit. Mais moi, il a fallu que je me défende. Mais c'est ça. Il a fallu que je me défende. C'est ça, on parle beaucoup de harcèlement et il y a plein de cas où les adultes... Normalement, les adultes, ils sont là pour... On est là pour ça. Ben oui, parce que c'est pas la peine. Voilà, c'est ça. Il faut que les adultes endossent leur rôle et expliquent aux enfants que la violence n'arrange rien. Mais moi, à l'époque, j'avais pas le choix. On sent bien que ça a changé de caractère et que aujourd'hui, je sais pas, on lit des passages quand on parlait d'un certain maire qui voulait faire jouer un droit de préemption. Vous dites qu'il y a une propension à oublier les confidences qui dérangent. Cela étant, je ne les dispense pas d'être poli, je peux encore changer la vie. Donc on n'est plus sur le ton de la menace. Vous dites j'obtiens le divorce avec tous les torts à la partie adverse, avec les bonnes vieilles méthodes de chez nous. On sent quand même que... C'est quoi les bonnes vieilles méthodes de chez vous? Non. D'ailleurs, j'ai pas écrit ça comme ça. Et puis les bonnes vieilles méthodes de chez nous. Mais de toute façon, moi, je suis quelqu'un de déterminé. D'à partir du moment où j'ai demandé le divorce, il faut que ça se passe. Je suis pas quelqu'un à traîner dans quoi que ce soit. Je n'ai pas l'habitude de traîner. Moi, c'est action-réaction. Donc, on a discuté, on s'est vus ensemble. J'ai dit, voilà, il n'y a pas de solution de retour, donc on divorce. Et il faut trouver la solution, c'est tout. Vous avez eu combien d'amour dans votre vie, Babette? Moi, j'ai eu très peu, justement. Alors, c'est là que je me dis que j'ai peut-être été traumatisée par le fait d'avoir connu cet abus de... Voilà. Puisque j'avais à un moment donné peur des hommes. Vraiment.
j'étais déjà timide, mais j'ai eu pas beaucoup d'hommes dans ma vie, et c'est vrai. Et jusqu'à maintenant, je me dis, heureusement que j'ai mon mari, parce que je me vois pas m'éparpiller, regarder un autre homme, tromper mon mari. Je peux pas, c'est pas dans... Pourtant, je suis à côté de vous, là. Même si je rencontre de très beaux... Je rencontre de très beaux qui me font la cour aussi. Oui. Mais moi, j'ai une éthique, j'ai une ligne de conduite et je ne peux pas faire 36 000 choses à la fois. Je suis trop droite. Je ne pourrais pas dire quelque chose qui n'est pas vrai, rentrer après avoir fait des choses. Non, je suis quelqu'un de très droite, très direct, et même avec mon mari, je suis comme ça. Mais notons par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure que vous avez bien réussi la peur des hommes et le rapport à l'homme. Voilà, et je ne savais pas pourquoi. Que si le conscient, il a éliminé le fait pour pouvoir survivre, comme on le disait, il n'empêche qu'il y a un traumatisme qui perdure et qui fait que vous aviez une position de peur par rapport aux hommes qui s'explique comme ça. Moi, j'avais une question à vous poser sur votre avenir. Oui, un petit peu sur. Et maintenant, par exemple, est-ce que vous vous verriez à une place de un ministère, par exemple, sur la question de l'outre-mer? Est-ce que vous avez parce que vous avez une place politique là aujourd'hui, donc comment vous écoutez, vous savez que vous êtes conseillère, vous êtes conseillère régionale Île-de-France avec Valérie Pécresse. D'ailleurs, c'est très bien parce que Valérie Pécresse a fait déjà en 3 ans ce que le prédécesseur n'a pas fait en 17 ans. Donc, on travaille beaucoup. C'est une femme, elle est dynamique, elle sait ce qu'elle veut, où elle veut aller. Moi, je suis à ses côtés. J'ai une délégation qui est très riche, où je m'occupe de gastronomie. Donc, j'ai créé le parcours de la gastronomie en Ile-de-France avec l'hôtel de la Marine, quelque chose de grandiose, qui sera au bilan de Valérie Pécresse. Donc, je me sens très bien dans mes baskets. Mais moi, pour l'avenir, je suis en politique comme moi, je suis dans ma cuisine, puisque la cuisine, c'est une sorte de politique aussi. Donc, je ne fais pas un métier de la politique, je ne vis pas de la politique. Je suis là pour, justement, voir ce que les gens font pour la France et pour les autres. Et c'est ça mon engagement. Mais si on me propose quelque chose qui me permet de m'affirmer... Ministre de l'Outre-mer ? Dans l'outre-mer, c'est pas si évident. L'outre-mer, il faut vraiment un ministère qui a du cran, qui a de la poigne et qui sait parler aux outre-mer, qui sait prendre des décisions. Jusqu'ici, on n'a pas eu ça, mais ça viendra. Et pourquoi vous avez choisi la droite ? Ben écoutez, je suis foncièrement de droite depuis RPR, UMP. Ah, vous êtes à l'ancienne de RPR. Je suis une droite sociale, je ne suis pas une droite violente, comme c'était le cas de la droite de M. Wauquiez, d'ailleurs. Je suis une chiracienne, j'ai beaucoup aimé mon chichi. D'ailleurs, c'était mon premier client à mon restaurant. Et parlant de clients, je pense que si M. de Rugy était venu manger à la case de Babette chez moi, ses langoustes, il aurait payé son addition, il n'aurait pas eu de problème. C'est évident. Excellent. Non, mais vous êtes... Alors, est-ce que vous n'êtes pas un peu nostalgique justement de cette droite RPR, ah ben oui, cette droite gaulliste sociale qui a un peu disparu des radars. On va le faire honnête, parce que dans les Yvelines, je m'occupe justement d'une association qu'on a créée, les Amis de DLR. En fait, c'est des amis de la droite sociale. Donc je vais petit à petit, on va travailler dessus, on va pouvoir remonter. Christian Jacob, c'est un bon candidat pour la présidence? Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne vais pas émettre c'est un Chiracien au départ. En tout cas, c'est un Chiracien. Voilà. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant. Vous parlez aussi beaucoup dans le livre, vous partez d'une citation, enfin d'un proverbe qui est « il faut sauver sa peau », dans le sens où quelqu'un de noir doit essayer de se marier avec quelqu'un de plus clair. L'idée, c'est que plus c'est clair, plus c'est beau. Et à plusieurs reprises, vous expliquez combien vous étiez considérée comme moins belle parce que plus sombre. Où vous en êtes dans ces histoires de couleurs? Je vais vous expliquer. Il faut comprendre comment ça se passe dans les familles créoles. Dans les familles créoles, à l'origine, les créoles, ce sont des gens qui sont un peu caraïbes, un peu clairs, etc. Dans une famille, s'il y a une qui est plus foncée que les autres, c'est sûr qu'il y a... Les gens n'osent pas parler de ça. C'est sûr qu'il y a une différence. Il y a un petit côté raciste qui existe dans ma famille même. Moi, j'étais la plus foncée. Je suis la plus foncée de ma famille. Parce que mes frères et sœurs sont exactement comme toi. Exactement. Donc forcément, et comme j'étais pas du même père et que j'étais Cosette chez les Thénardier, c'était facile de me traiter de tous les noms. Que j'étais noire comme le cul de la chaudière, on mangeait pas avec moi, j'étais dans le coin avec la bonne. Voilà, il faut comprendre ça. Souvent, il y a des femmes, même surtout des femmes africaines, qui épousent des hommes qui sont
qui ont la peau blanche, claire, etc., pour pouvoir avoir des enfants métissés. Mais moi, ça m'a jamais gêné, ça. Moi, je suis foncièrement de race noire, j'aime mon peuple, j'aime ma race, que ce soit le mélange de blanc-noir, je n'ai rien à faire de ça. Vous savez qu'il n'y a plus de race, enfin, il n'y a qu'une seule race. Oui, c'est ça, je ne comprends pas. D'ailleurs, parler de race, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Et des couleurs. Ça veut dire quoi? Quand je suis arrivé au Centre la première fois, t'as terre de haut, terre de bas. Quand les gens de terre de haut parlent de ceux de terre de bas, ils les appellent les necks d'en face. Mais voilà, et les béquets, vous croyez que... Et les béquets, les béquets, qu'est-ce qu'ils font là-bas? Mais c'est pas une question de race, ça, c'est une question de couleur de peau. De couleur de peau, mais c'est ridicule. Parce que de toute façon, on est tous humains, on est tous... D'ailleurs, c'est ça qui fera la force de la France, avoir justement une France unie, une France soudée, une France colorée, une France diversifiée, c'est ça la richesse. Est-ce qu'on l'assume vraiment, ça, enfin, que la France... En tout cas, je l'assume. Oui. En tout cas, moi, je l'assume. Ça, c'est sûr. J'ai aucun problème avec ça. Mais quand vous avez commencé à la télé, c'était pas simple? Ah ben écoutez, comment j'ai commencé à la télé? Bonne question. Eh ben c'est par voie de concours. Parce que je suis sûr, si je m'étais présenté comme ça à la télé, on ne m'aurait pas pris. Et quand moi, je veux pour preuve que je me suis installé à l'ORTF, la Maison Ronde, là, dans les années 68, 69, tu n'étais peut-être pas né. 68, tu n'étais pas né. Alors quand les gens venaient me voir, parce que c'était la maison de la radio, on était choqués de voir la noire, on allait voir la secrétaire qui était blonde, on ne venait pas me voir. Mais oui. Et quand j'ai commencé à faire la cuisine, on me disait surtout pas d'épices, pas de produits exotiques. De quoi je vais parler? Je vais parler de quoi? De steak frites. Donc il a fallu que je m'impose. Il a fallu... Mais maintenant, ils sont tous bien contents. Quand je parlais pour la première fois du citron vert, on m'a dit oh là 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 là. Et bien maintenant, ça me fait plaisir de voir que les grands chefs parlent de citron vert, de passion, de mangue, de noix de coco. Mais voilà, c'est ça la France aussi. Mais alors donc aujourd'hui on a quand même progressé à la télé. La diversité avance, non? Vous trouvez pas? Écoutez, moi je ne vois pas la couleur de la France à la télévision pour l'instant. Pas encore. Moi j'ai espoir de voir la couleur de la France lorsque M. Riester mettra comment on dit ça, mettra en évidence lorsque la patronne de France Télévisions mettra en évidence ce que Riester a signé dans sa charte. Voilà, parce le que message maintenant est passé. les Outre-mer auront plus de visibilité et moi je félicite le ministre parce que au moins lui il sait ce que c'est que la culture. Mais on verra, on verra. Mais on verra bien. On verra. Une dernière question, là, on a reçu Marc Vera il y a quelques jours, le grand chef cuisinier de Savoie, qui est en guerre contre le guide Michelin, qui lui a enlevé une étoile, il ne comprend pas pourquoi, il veut d'ailleurs rendre toutes ses étoiles, il dit que le guide Michelin, il y en a marre. Mais les guides, c'est quoi? Vous savez, sans les chefs, les guides n'existent pas. Parce que comment ils se permettent de juger les chefs, de les noter? On n'est pas à l'école. La cuisine est simple, le chef, il fait sa cuisine comme il l'entend. Je ne comprends pas comment ils se permettent d'avoir la liberté d'enlever les étoiles. On n'a qu'à ne pas prendre d'étoiles et puis c'est tout. Et vous verrez si le guide Michelin va exister. Oui, mais en même temps, c'est une aberration. Quand on a une étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, c'est bon aussi pour les affaires. Maintenant, ça n'existe plus. Parce que les chefs, maintenant, ils ont compris. Étoile ou pas étoile, ils s'en fichent, c'est leur cuisine. C'est ce qu'on a dans l'assiette qui compte, d'accord? Et c'est le client qui a encore le droit de juger. C'est pas le guide Michelin qui passe comme ça. Aujourd'hui, quand on va à la case de Babette, on note. Tout le monde est noté maintenant. Quand on va à la case de Babette, les gens, moi, ce que je veux, qu'ils soient heureux, que je leur apporte du bonheur. C'est ça le rôle du cuisinier. Vous regardez les notes qu'il y a ensuite sur Internet, les avis. C'est utile, ça? Mais je vais vous dire, les gens, si on regarde Internet, on ne fera rien. Il y a des gens qui ne vous aiment pas, qui viennent manger ou qui ne viennent pas. J'ai eu des notes de personnes qui ne sont jamais venues chez moi, qui ont fait un décor de ma maison qui ne correspond pas à ma maison du tout. Vous voyez? Donc, ça, c'est aléatoire. Ce n'est pas là-dessus qu'il faut se baser. Il faut se baser, quand on arrive, à avoir son propre jugement. Ce qui est dans l'assiette. C'est l'assiette qui reflète l'identité du peuple. C'est l'assiette qui reflète mon identité à moi et ma cuisine. Donc, il faut manger, apprécier, et après, on a le droit de parler. Quel est votre plat préféré? Ah, moi, j'aime bien le coubouillon de poisson à l'antillaise avec un fruit à pain. Est-ce que vous savez ce que c'est? Non. Eh bien, il faut aller aux Antilles. Vous voyez, vous manque quelque chose. J'y étais une fois, mais j'aimerais bien y retourner. Le fruit à pain, c'est un petit légume qui est délicieux. On appelle ça le pain du pomme. Alors, accommodez. Un jour, je vais vous inviter à mon restaurant. Je vais vous faire un fruit à pain avec un coubouillon de poisson. Vous me donnerez des nouvelles. Voilà, j'ai faim. Et il n'est que 11h34. Merci, Babette de Rosière. Merci. Toujours se relever pour découvrir le parcours incroyable de Babette. C'est aux éditions Orphy. Merci d'être venu dans les grandes gueules. Et je t'attends à la case de Babette à Maule. Eh bien, on ira à la case de Babette. C'est là que ça se passe. Merci, Babette. Merci de m'avoir reçu. Très heureuse. Merci. Allez, on enchaîne les GG et vous. Merci. RMC, les grandes gueules, les GG et vous. Avec Marie-France au 32-16. Bonjour Marie-France. Bonjour, oui. Vous nous appelez pour reparler des retraites, de cette réforme des retraites qui est lancée aujourd'hui. C'est ça, c'est que surtout, j'ai l'impression que les retraités, maintenant, on est toujours stigmatisés. Eh bien, écoutez Marie-France, on va réécouter ce que disait justement Étienne Liebig et vous allez pouvoir lui faire un peu la leçon. Allez.
Quand on se balade ou quand on voyage un petit peu, ce sont quand même les retraités, pas que les retraités français, mais les retraités européens et chinois qui se baladent dans le monde, qui ont le pouvoir d'achat. Les calculs aujourd'hui, alors évidemment, il y a des retraités qui sont vraiment dans la misère et qui touchent des sommes et qui n'ont aucune issue. Dégueulasse, c'est invivable. Mais grosso modo, le retraité européen, c'est quand même lui qui a le pouvoir d'achat. Voilà Marie-France. Oui, voilà, c'est ça, oui. Eh bien oui, parce que moi je trouve qu'on est trop stigmatisé, on stigmatise les retraités. Vous êtes retraitée vous-même? Oui, je suis retraitée moi-même. Bon, j'ai travaillé toute ma vie. On a économisé avec mon mari, pour avoir, comme on dit, un petit peu d'argent de côté pour notre vieillesse. Le jour où il faudra rentrer dans une maison de retraite, c'est 2 200 €. C'est pas avec notre retraite qu'on va payer. C'est sûr. Donc je trouve que c'est quand même, je trouve que c'est pas normal qu'on ait un peu de l'argent de côté, comme il disait, un bas de laine. C'est pas vraiment un bas de laine, c'est plutôt de l'argent qu'on met au cas où on ait des problèmes quelconques de santé. Quand on vieillit, forcément, donc il faut arrêter de toujours dire les retraités, parce que finalement on arrive qu'on est stigmatisé, je vais vous dire. Pourquoi tu as stigmatisé les retraités, Étienne? Je trouve ça tout à fait normal et moi je serais le premier. J'aurais dû le faire. Si tu dépensais pas tout. Je dépense tout, mais j'aurais dû le faire. Moi, je stigmatise pas du tout les retraités. Ils ont travaillé toute leur vie, ils volent rien, ils ont droit à tout ça. Je dis simplement qu'il faut, à l'inverse, ne pas considérer que les retraités sont les personnes les plus malheureuses du monde, parce que effectivement, je sais qu'il y a des gens qui ont beaucoup de difficultés en retraite, mais grosso modo quand même, ils ont un très gros pouvoir d'achat. Et je voyage un petit peu, et c'est vrai que partout où on va, c'est les retraités qui sont là, qui font des voyages. Quand on va dans les, ils ont quand même un gros pouvoir d'achat. Ils ont du temps, ils ont du loisir. Et ils ont raison complètement de dépenser le fric qu'ils ont mis de côté à cet effet-là. Je leur reproche rien. Je dis juste qu'aujourd'hui il y a énormément de. Je trouve que personnellement le moment le plus difficile dans la vie sur le plan financier, c'est quand même en gros quand on a 30 piges, que ça fait pas tellement longtemps qu'on bosse, qu'on gagne pas énormément de fric, qu'on a les deux gamins, qu'on a l'appart à payer, qu'on a le loyer, qu'on a tout ça, et qu'on paye la crèche 500 balles par mois, etc. Et qu'on se retrouve vraiment, alors qu'on est vraiment raide à la fin de l'année, à la fin du mois. Je suis d'accord, mais nous à 30 ans, et je trouve que finalement retraité, voilà, donc c'est pas le moment le plus dur de la vie, quoi. Pour payer notre loyer, on économisait, on faisait en sorte de pas pouvoir payer notre loyer, donc voilà. Bien sûr, moi je n'en veux pas du tout. Je dis ils ont raison, et c'est tout à fait, c'est très bien. Mais je dis juste que pour moi c'est pas les gens qui sont, grosso modo les plus à plaindre dans notre société qui va pas très bien aujourd'hui. Je trouve ça, je suis peut-être d'accord pour certaines choses, mais bon, moi je trouve que c'est quand même un peu normal, étant donné que souvent on a travaillé à deux, donc avant ça se faisait pas, donc c'est normal qu'on ait un petit peu plus de revenus, parce que les retraites on a cotisé pour les avoir, quoi. Bien sûr. On nous a dit il faut bien travailler, il faut bien pour avoir. Mais très sincèrement, très sincèrement, je pense que le problème, c'est là où vous faites vous êtes dans une bonne génération. Peut-être, oui, mais enfin ça, moi je pense pas que nos enfants ils vont pouvoir jouir d'une retraite comme nous. Non, mais tu vois l'erreur qui est faite. Elle dit on a cotisé pour les avoir, mais non. Mais non, système par répartition, tout ce que vous avez cotisé, c'était pour vos parents, pas pour vous. Bah oui, non, mais enfin, je veux dire, après, c'était maintenant ce qui cotise, c'est pour nous, donc c'est un retour des choses. Oui, mais le problème, c'est qu'on est moins nombreux à cotiser, et c'est vrai qu'on vit plus longtemps. D'où alors c'est vrai que ça peut paraître injuste, mais c'est injuste pour tout le monde en quelque sorte, puisque, enfin, c'est pas injuste si on arrive à trouver un système qui permet à chacun d'avoir une retraite digne. Est-ce que t'as pas l'impression est-ce que nos enfants, ils sont pas en train eux-mêmes d'imaginer autre chose, c'est-à-dire que est-ce que nos gamins d'eux-mêmes... Est-ce qu'ils pensent vraiment à la retraite, nos gamins? Voilà, mais je pense que... Moi, à 25 ans, je pensais pas à ma retraite. Peut-être qu'ils auront une manière différente de la penser, peut-être plus à l'américaine, puisque de toute façon, on rentre dans un système américain. Je crois qu'il ne faut pas se... Merci Marie-France d'avoir appelé au 32-16. Je vous envoie un t-shirt des Grandes Gueules. Dans un instant, on va donner la parole à Martine de Verneuil-sur-Seine, qui va interpeller, toujours sur les retraites, forcément, ça nous concerne tous, et qui va interpeller Johnny Blanc à cette occasion. À tout de suite sur RMC Story. RMC, 9h midi, les Grandes Gueules.